Père absent, mère épuisée, l'héritage silencieux des Antilles. Un jour en Guadeloupe, j'ai rencontré une femme qui m'a dit « William, tu sais ce que ça fait d'élever 3 enfants seuls sans jamais voir leur père s'excuser, ni même appeler pour Noël ?» Eh bien, j'ai rien pu répondre tout de suite. Parce que cette douleur-là, elle est partout chez nous. Elle est dans les silences, dans les regards fatigués des mères. Et je ne parle pas que de cette femme. Je parle aussi de ma propre histoire. Je suis né en France, j'ai grandi ici en Guadeloupe, j'ai vu les mêmes scènes que toi. Les femmes qui se battent seules, les hommes absents, pas toujours par choix, les enfants qui grandissent avec des trous dans le cœur et parfois dans l'assiette. Aujourd'hui, plus d'une famille sur 2 aux Antilles, en Guyane, est monoparentale. Et dans la majorité des cas, c'est une femme qui tient la maison, toute seule. Mais la vraie question, c'est comment on en est arrivé là? Pourquoi cette réalité frappe-t-elle nos territoires si fort? Et surtout, comment on peut s'en sortir pour de vrai? Parce que oui, il y a une sortie, je le sais, parce que je l'ai prise moi-même. J'ai bâti ma stabilité dans l'immobilier, dans l'action, dans la reconquête de notre pouvoir économique. Et aujourd'hui, je veux transmettre ça. Mais pour ça, il faut que tu restes jusqu'au bout. Parce qu'il y a une vérité qu'on t'a jamais dit. Et elle arrive dans quelques minutes. Partie 1, les chiffres qu'on ne veut pas voir. On dit souvent que les chiffres ne mentent pas. Mais parfois, ils font mal, voire très mal. Imagine une rue dans un quartier populaire en Guadeloupe, 3 maisons alignées. Dans la première, une mère élève ses 2 enfants, seule. Dans la deuxième, une grand-mère élève son petit-fils pendant que sa fille travaille en métropole. Dans la troisième, une jeune femme vient d'accoucher. Le père de l'enfant ne s'est jamais présenté à la maternité. Ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas un problème personnel, c'est un schéma généralisé. Selon l'Institut national d'études démographiques, l'INED, 54% des familles en Martinique sont monoparentales, 52% en Guadeloupe, 47% en Guyane. Compare ça à la France hexagonale, où ce chiffre est aux alentours de 25%. Et là, tu réalises l'ampleur du déséquilibre. Chez nous, c'est 2 fois plus fréquent. Et dans plus de 9 cas sur 10, c'est une femme seule qui porte le poids de la parentalité. Pas un couple désuni, pas une coéducation bancale, non. Juste une femme et des enfants, seule. Dans un monde de plus en plus cher, de plus en plus dur, tu te souviens de ce que je t'ai dit en intro? Cette femme qui a élevé 3 enfants sans soutien, ce n'est pas une exception. C'est une norme tragique dans beaucoup de quartiers de nos îles. Mais ce que ces chiffres ne montrent pas, c'est la douleur silencieuse, la fatigue mentale, les sacrifices invisibles. Parce que derrière les 54%, il y a des milliers de femmes qui ne dorment que 4 heures par nuit, qui cumulent 2 jobs, qui font semblant d'aller bien pour ne pas inquiéter leurs enfants. Derrière les 52%, il y a des enfants qui n'entendent jamais « je suis fier de toi » d'un père, des garçons qui grandissent sans modèle masculin positif, des filles qui apprennent trop tôt à se méfier des hommes, et pourtant, on continue à appeler ça des chiffres. Mais pour moi, c'est des vies, des destins, des gens que je connais, des gens que j'aime. Alors, toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu as grandi avec tes 2 parents à la maison? Est-ce que tu as vu ta mère pleurer en cachette pour ne pas t'inquiéter? Ou est-ce que tu connais cette sensation d'attendre un appel de ton père qui viendra jamais? Si oui, alors tu sais de quoi je parle. Et encore, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Parce qu'en Guyane, la situation est encore plus brutale. Là-bas, une naissance sur 2 a lieu hors couple. C'est-à-dire qu'au moment même où l'enfant naît, il n'y a déjà pas de structure familiale autour. Et pire encore, un quart de ces enfants ne sont même pas reconnus par leur père à la naissance. Tu t'en rends compte? Ça veut dire que dès la première seconde de vie, l'enfant est déjà effacé de l'arbre généalogique paternel. Il n'existe tout simplement pas administrativement, émotionnellement, symboliquement. Et quand tu commences ta vie sans ce socle, sans cette double colonne vertébrale qu'est le père et la mère, comment tu veux ne pas boiter en avançant? Mais bon, bref, on ne peut pas juste accuser les hommes. Ce serait trop facile. Ce serait même dangereux car ça ne réglera rien. Il faut aller beaucoup plus loin, comprendre les causes profondes. Et elles sont là, sous nos yeux. Elles s'appellent précarité, chômage, manque d'éducation, transmission rompue. Tu veux un autre chiffre qui fait réfléchir? Parmi les femmes sans diplôme, 45% ont eu un enfant hors couple. Chez les femmes diplômées, bac+2 ou plus, ce taux descend à 17%. Que tu vois le lien? L'éducation ne garantit pas l'amour, mais elle donne plus de contrôle sur ta vie. Elle donne plus de possibilités, plus de discernement, plus de stabilité. Et cette instabilité-là, elle ne touche pas que les femmes. Elle touche tout le tissu social. Les enfants, les écoles, le quartier, les institutions. Parce que plus il y a des foyers monoparentaux précaires, plus la pression augmente sur tout le système. En Guadeloupe et en Martinique, 17% des familles monoparentales vivent dans une grande pauvreté. Et en Guyane, 32%. Est-ce que tu imagines ça? Une famille sur 3 dans une pauvreté extrême. Pendant ce temps, en France hexagonale, ces chiffres-là, il est de 5%. Donc ça représente 5%. Alors, maintenant, pose-toi la question. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça comme une fatalité? Pourquoi est-ce qu'on continue à dire que c'est comme ça? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce que non, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une tare génétique ou une nature culturelle. C'est le résultat d'un enchaînement d'histoires brisées, de responsabilités fuyantes et d'un manque criant de solutions économiques, éducatives et sociales. Et c'est là que j'ai décidé d'agir. Mais pas pour faire de la politique. Avant de te parler de ce que j'ai construit et de ce que tu peux mettre en place toi aussi, il faut qu'on aille encore plus profond. Parce que ce n'est pas juste une question d'argent. Dans la prochaine partie, on va
va parler de la mémoire cachée de l'esclavage, de l'effacement du rôle du père et de comment cette absence structurelle a été fabriquée de génération en génération. Reste bien jusqu'à la fin. Ce qui vient ensuite est encore plus essentiel. Partie de une histoire volée aux origines de l'absence paternelle. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je me posais cette question en boucle. Pourquoi tant de mes amis n'avaient pas de père à la maison? Pourquoi est-ce que c'était normal d'avoir une maman seule qui faisait tout? Et on n'en parlait jamais à l'école, ni à la télé, ni même en famille, mais tout le monde vivait avec ce vide, comme un fantôme familial silencieux, et en plus qui était normal. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que ce vide avait un nom, une origine, un poids hérité, et qu'il remontait très loin en arrière. Pendant l'esclavage, dans les plantations, l'homme noir n'était pas considéré comme un père. Il n'avait ni droit à une épouse, ni droit à la stabilité d'un foyer. On l'utilisait comme on utilise une bête reproductrice. Les maîtres organisaient les unions, choisissaient qui devait coucher avec qui pour produire plus d'esclaves. Et quand un enfant naissait, il n'était pas fils de, il était propriété d'eux. Et ça, tu vois, ça change tout. Tu comprends la violence symbolique? Être père, c'est transmettre, c'est nommer, c'est reconnaître. Mais dans ce système, tout ça était interdit. Et cette interdiction n'a pas disparu du jour au lendemain avec l'abolition. Elle a laissé des traces profondes, des séquelles dans nos inconscients collectifs. Elle a créé des générations d'hommes coupés de leur rôle paternel et des femmes obligées de tout porter. Tu veux comprendre pourquoi tant de garçons ne savent pas être pères? Parce qu'ils n'ont jamais vu leur propre père jouer ce rôle. Et leur père non plus. Et celui d'avant non plus. Donc, dans les familles antillaises, les femmes sont devenues les piliers. Elles ont tenu le foyer, éduqué les enfants, transmis la culture, les valeurs, la survie. Les hommes, eux, ont souvent été élevés sans repère masculin stable ou dans une société qui les juge sur leur force physique, leur virilité, leur capacité à se débrouiller, mais rarement sur leur capacité à aimer, à protéger, à construire. Est-ce que ça te parle, toi, ce que je suis en train de dire là? Avoir grandi dans un monde où les hommes ne pleurent pas, ne parlent pas, ne restent pas. Et pourtant, ce n'est pas une nature antillaise. C'est un héritage historique, une fraction familiale orchestrée, et on l'a accepté, on l'a banalisé, on en a même ri parfois. Combien de fois on a entendu « Oh, tu sais bien que les hommes ici, c'est pas des pères présents. Chez nous, les femmes élèvent les enfants seuls. De toute façon, il n'a jamais été là, donc ça ne change rien. » Mais non, au contraire, ça change tout. Un enfant qui grandit sans père cherche des réponses ailleurs, dans la rue, dans les écrans, dans les mauvais modèles. Parfois, il devient père à son tour, sans avoir jamais appris ce que ça signifiait vraiment. Et la boucle recommence. Mais tu veux savoir le pire? C'est que cette situation n'est ni une fatalité biologique, ni une malédiction divine. C'est une construction sociale et économique. Quand tu as peu de perspectives d'avenir, un accès difficile à l'emploi, un niveau d'éducation faible, un système qui ne valorise ni l'engagement, ni la responsabilité familiale, eh bien, tu crées les conditions parfaites pour la fuite. Selon les chercheurs, ce sont les hommes jeunes, en situation de précarité, sans diplôme, qui fuient le plus facilement leurs responsabilités familiales. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont brisés, désorientés, pas préparés. Et cette désorientation, on ne la corrige pas avec des jugements, on la corrige avec des modèles, des alternatives, des piliers nouveau. C'est pour ça que je dis souvent, ce n'est pas la viralité qui manque, c'est la verticalité. La capacité à se sentir debout pour soi, pour ses enfants, pour sa communauté. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit au début. Ce n'est pas juste un problème d'hommes qui parle. C'est une société qui n'a jamais appris aux hommes à rester. Mais cette boucle, on peut la briser. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que dans la prochaine partie, je vais te montrer comment tout ça se manifeste dans nos quartiers, dans nos écoles, dans notre économie. Tu vas comprendre pourquoi la précarité émotionnelle devient aussi une précarité matérielle. Et surtout, comment j'ai transformé cette souffrance en richesse en m'appuyant sur des leviers que personne ne nous enseigne, ni à l'école, ni nulle part. Ne rate pas la suite, parce que c'est là que ça commence. Et c'est là où on va aller reconstruire les choses. Partie 3. Les conséquences invisibles d'une société sans piliers. Grandir sans père, ce n'est pas seulement une histoire de cœur brisé. Ce n'est pas juste un manque affectif, c'est un trou structurel, un déséquilibre systémique, parce qu'un foyer désuni, c'est une famille qui doit se battre 2 fois plus, avec 2 fois moins, et ça commence très tôt. Trop tôt, dans les quartiers populaires de Pointe-à-Pitre, de Fort-de-France, de Cayenne. Les écoles débordent d'enfants brillants, curieux, pleins d'énergie, mais beaucoup d'entre eux arrivent fatigués, agités et désorientés. Pas parce qu'ils sont turbulents, mais parce qu'à la maison, il manque de cadre, une autorité, une figure complémentaire. Quand une mère est seule pour tout gérer, les devoirs, les repas, le boulot, les papiers, les pleurs, il lui reste peu d'énergie pour structurer, pour écouter, pour transmettre. Pas par négligence, mais par épuisement. Et c'est là que le système commence à coincer. Selon les statistiques, les enfants issus de familles monoparentales ont plus de risques de décrochage scolaire, plus de troubles du comportement et un plus grand taux de déscolarisation précoce. Pas parce qu'ils sont moins intelligents, mais parce que le poids qu'ils portent n'est pas celui d'un enfant à 10 ans. À 10 ans, certains doivent déjà être l'homme de la maison. À 14 ans, d'autres travaillent en cachette pour aider leur mère à boucler les fins de mois. À 17 ans, beaucoup deviennent pères à leur tour sans même avoir fini leur adolescence. La boucle reprend. Mais ce n'est pas que dans la sphère intime
que le déséquilibre y frappe. La monoparentalité de masse, c'est aussi une bombe économique à retardement. Car une mère seule, surtout sans diplôme ou emploi stable, a moins de revenus disponibles, elle vit plus souvent en HLM, dépend davantage des aides sociales et a moins de temps pour se former ou entreprendre. En Guadeloupe et en Martinique, 17% des familles monoparentales vivent en grande pauvreté. En Guyane, 32%, presque 1 sur 3. Et cette précarité se transmet elle aussi. Un enfant qui grandit dans la pauvreté a moins de chances d'accéder aux études supérieures, moins de réseaux professionnels, moins de sécurité psychologique. Tu te souviens encore de ce que je t'ai dit plus tôt. 45% des femmes sans diplôme ont eu un enfant hors couple, contre 17% chez celles qui ont un bac+2. Ce n'est pas une coïncidence et c'est pas un hasard. C'est un cercle vicieux. Plus tu es pauvre, plus tu as des chances d'avoir un enfant dans un contexte instable. Plus tu vis ce genre de maternité, plus tu t'exposes à la précarité. Et l'enfant issu de cette situation repart avec les mêmes handicaps de départ. Alors, tu veux voir le tableau au complet? Instabilité émotionnelle en faible taux de scolarisation, difficulté d'accès à l'emploi, violence intrafamiliale ou de quartier, absence de projection à long terme, décrochage économique. C'est ça. Ça, c'est le coût invisible de l'absence de structure familiale. Et ce coût-là, ce sont nos territoires qui le paient chaque jour. Et pourtant, dans tout ça, il y a un paradoxe. Ces mères seules sont souvent les plus courageuses, les plus combatives, les plus résilientes dans nos communautés. Elles font tout, elles sacrifient tout et elles tiennent debout même quand tout s'écroule autour d'elles. Mais le courage ne suffit pas quand le système autour de toi il est déjà fissuré. Quand il n'y a ni formation accessible, ni modèle économique viable, ni reconnaissance institutionnelle. Et c'est ça le cœur du problème. On ne peut pas demander aux gens de se relever sans leur tendre une main. Et c'est là que moi j'ai décidé de devenir cette main. Tu veux qu'on montre comment j'ai fait, comment j'ai bâti ma stabilité, ma liberté, alors que je venais pratiquement du même terreau de difficulté. Alors, reste bien avec moi parce que dans la prochaine partie, je vais te raconter le tournant qui a tout changé pour moi. Le moment où j'ai arrêté de subir pour commencer à bâtir. Et crois-moi, si moi j'ai pu le faire en partant de zéro, toi aussi, tu peux le faire en mieux. Partie 4. Du chaos à la construction. Comment j'ai bâti ma liberté? Je ne suis pas né riche, je n'ai pas grandi dans une famille parfaite. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai vu des femmes tenir des foyers à bout de bras pendant que les hommes disparaissaient dans les virages de la vie. J'ai grandi en Guadeloupe dans une famille qui se battait pour garder la tête hors de l'eau. Alors, se battait pour se garder la tête hors de l'eau, c'est un peu inventer les choses, mais ils n'étaient pas en difficulté. Ils n'avaient pas de capital, pas de réseau, juste une envie profonde de ne pas rester emprisonné dans ce cercle. Mais tu sais, ce que je croyais à l'époque, c'est que réussir, c'était réservé aux autres, aux métropolitains, à ceux qui avaient un père avocat ou une mère chef d'entreprise, pas à moi, pas à nous. Et puis un jour, j'ai eu un déclic. Je regardais un reportage sur l'immobilier et j'ai vu un gars qui me ressemblait. Ce gars-là, il racontait comment il avait acheté un studio à crédit, fait quelques travaux, puis commençait à toucher des loyers tous les mois. Rien d'extraordinaire en soi. Mais dans ces mots, j'ai vu une chose que je n'avais jamais ressentie dans tout mon entourage. La possibilité de posséder, la possibilité de créer de la stabilité. Ce jour-là, j'ai pris une décision simple, mais radicale. Je vais apprendre, je vais comprendre comment fonctionne l'argent, je vais comprendre comment acheter, louer, investir, même si j'ai pas les sous aujourd'hui, mais je vais apprendre pour pouvoir réussir à le faire plus tard. Et crois-moi, au début c'était dur, j'ai passé des nuits entières à lire, à regarder des vidéos, à noter sans rien comprendre, des stratégies dans des carnets, à appeler des banquiers, à me prendre des refus, à me faire stopper. J'ai essuyé des moqueries. On m'a dit que l'immobilier c'est pas pour les noirs, ça il faut l'entendre, hein, on me l'a dit, pas pour les antillais, pas pour les jeunes sans garantie. Mais tu sais quoi, j'ai tenu bon parce que j'avais une vision. Et cette vision, elle était plus forte que mes excuses. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit dans les parties précédentes, que grandir sans père, sans modèle, c'est déjà un handicap dès le démarrage. Et ça, faut l'entendre. Mais ça ne doit pas devenir une prison ni une excuse. Un jour, j'ai signé mon premier bien, un petit appartement, rien d'extraordinaire. Mais quand j'ai reçu le premier loyer sur mon compte, j'ai senti un truc dans mon ventre, un truc que je peux pas expliquer. Un mélange de fierté, de revanche et de paix. J'avais créé quelque chose de solide, quelque chose qui n'allait pas s'effondrer du jour au lendemain si je perdais mon job, quelque chose qui allait me suivre toute ma vie. Et c'est là que tout a changé. De ce premier achat, j'ai enchaîné d'autres biens. J'ai appris à trouver des opportunités là où les autres ne voyaient rien. J'ai commencé à enseigner à d'autres ce que j'avais appris. Et surtout, j'ai compris que l'immobilier, ce n'est pas qu'une affaire de pierre. C'est une affaire de vision, de transmission, de sécurité. Parce que pendant trop longtemps, on nous a appris à attendre. Attendre une aide. Attendre un miracle qui ne viendra jamais. Attendre qu'on vienne nous sauver. Et c'est ce que je veux te transmettre aujourd'hui. Tu es peut-être mère célibataire. Tu es peut-être un jeune qui galère. Tu es peut-être quelqu'un qui a grandi sans repère, sans capital, sans soutien. Mais tu peux apprendre, tu peux bâtir, tu peux briser ce cycle. Et tu sais quoi? Tu n'as même pas besoin d'être parfait pour démarrer. Tu as juste besoin de décider que ça s'arrête avec toi. Moi, j'ai décidé ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne parle pas depuis un piédestal. Je te parle depuis le futur que tu peux atteindre si tu choisis de reprendre le contrôle. Et je vais être transparent avec toi. Tout le monde ne le fera pas. Beaucoup vont regarder cette vidéo, hocher la tête, reprendre leur vie comme si de rien n'était. Mais toi, si tu es encore là, en train d'écouter, c'est que quelque chose a bougé en toi en écoutant cette vidéo. Et tu ne peux plus faire semblant. Alors, la vraie question maintenant, ce n'est plus pourquoi on est comme
ça, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant. Et pour te guider, je vais te montrer des outils concrets, des stratégies simples, des premières étapes accessibles. Dans la prochaine partie, je vais te révéler la méthode que j'ai développée pour aider ceux qui, comme moi, veulent s'en sortir. Et je vais te prouver que tu peux le faire, même sans gros capital. Alors accroche-toi, parce que ce qui vient, ce n'est plus qu'une suite, c'est le plan de reconstruction. Partie 5, ma méthode pour sortir du cycle. Même sans argent ni réseau. On me pose souvent cette question. Mais William, comment tu as fait? Moi, je n'ai pas d'argent, pas de CDI, pas de soutien. Je vis chez ma mère, avec mes enfants. Je ne peux pas investir. Et je vais te répondre dans ce que je lui dis. C'est sûr, si tu n'as pas de CDI, c'est compliqué. Ok? Mais pour commencer, tu as besoin d'apprendre. Et tu as besoin de décider de ne plus rester là où tu es. Parce que je vais te montrer, ce n'est pas une méthode magique. C'est une stratégie adaptée à ceux qui partent de zéro, ceux qui n'ont pas de papa investisseur ou de cousin banquier, à ceux qui veulent bâtir leur liberté depuis longtemps. Étape 1, ouvre les yeux sur la réalité financière. Avant d'investir dans quoi que ce soit, il faut regarder ta situation en face. Combien tu gagnes, combien tu dépenses, où va ton argent. Prends un cahier, note chaque dépense pendant 30 jours. Même si les 2 € de pain au chocolat à la fin du mois, tu verras deux choses. Où va ton argent, donc où tu perds ton argent, et où tu peux économiser pour réinvestir. Et souvent, les gens pensent qu'ils n'ont rien à investir. Mais attends de voir ce que tu gaspilles sans t'en rendre compte. Et c'est cette étape la plus douloureuse. Et c'est cette étape, si tu apprends à ne plus le gaspiller, ben ce sera de l'argent que tu auras à investir. Tu ne peux pas sortir du cycle tant que tu n'as pas mis en lumière tes chiffres. Étape 2, apprends. Forme-toi. Avant d'acheter un bien immobilier, j'ai passé 6 mois à me former. YouTube, livres en PDF, podcast, des forums même. J'ai pris des notes comme si je préparais un diplôme. Et si tu veux gagner de l'argent autrement, tu dois parler le langage de l'argent. Et personne ne va t'enseigner ça à l'école, ni même dans ton quartier. Voici ce que tu dois comprendre, comment fonctionne un crédit bancaire. La différence entre un passif et un actif, comment calculer un rendement locatif, ce qu'est un bien sous-évalué, comment négocier un prix, comment monter un dossier solide pour du financement. Et là, tu te dis peut-être, mais j'ai pas le temps. Et moi, je vais te dire, tu regardes Netflix, tu scrolles Insta, coupe 1 heure par jour, forme-toi. C'est ça ou reste bloqué 10 ans de plus. Étape 3, commence petit, mais malin. Tu n'as pas besoin d'acheter une villa à Saint-François pour démarrer. Moi, mon premier bien, c'était un petit F2 dans une zone que les gens méprisaient. Mais il avait 2 qualités. Il était dans une ville en devenir et surtout, c'est une ville où ça se louait vite. Commence par chercher des petites surfaces dans des zones populaires, proches de transports ou d'établissements scolaires. Cherche les biens rénovés. Ça fait peur, mais c'est là que tu peux négocier fort. Et surtout, n'achète pas pour toi. Achète avec la tête d'un investisseur. Tu ne vis pas dedans. Tu dois en faire un actif qui rapporte. Étape 4, utilise l'effet de levier. C'est-à-dire utiliser l'argent de la banque même si tu as peur. Tu sais, ce que les riches font que les pauvres ne font pas, ils empruntent intelligemment. Si tu montres que ton projet est rentable, que tu l'as bien calculé, même avec peu de revenus, une banque peut te suivre. Et si une banque refuse, tu vas voir une autre. Et encore une autre. C'est pas un nom à toi, c'est un nom à ce dossier précis. Et si vraiment aucune banque ne te suit, alors tu peux démarrer avec de la sous-location encadrée ou des colocations en bail meublé ou même gérer un bien pour quelqu'un d'autre contre un pourcentage. Donc revenons à ce qu'on s'est dit au début. Est-ce que tu te rappelles, le système ne t'apprend pas ça. Mais moi, je suis là pour te montrer qu'il y a toujours un levier. Et je vais t'en donner encore plus dans un instant. Étape 5, réinvestis. Ne consomme pas ta victoire. Une fois que tu encaisses tes premiers loyers, ne va pas t'acheter des fringues ou un iPhone. Réinvestis-le. Tu viens de bâtir un escalier, ne redescends pas à la première marche pour faire joli. La richesse ne se construit pas en une fois. Elle se construit mois après mois, bien après bien, décision après décision. C'est une discipline, un art de vivre. Et plus tu gagnes, plus tu aides, parce que c'est là le vrai game. En conclusion, ce n'est pas une méthode, c'est une mission. Moi, je n'ai pas construit ça pour me vanter, mais j'ai construit ça pour avoir un filet de sécurité, une dignité, une liberté. Et aujourd'hui, je tends la main à ceux qui veulent en faire autant. Tu n'es pas trop pauvre, tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop en retard, tu es juste au bon moment pour faire un choix. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un espace privé où je partage chaque semaine des outils concrets, des stratégies et des exemples de réussite d'autres Antillais guyanais qui ont dit stop. Ce lieu, c'est ma newsletter gratuite, le journal des débrouillards. Tu trouveras le lien dans la description, mais attends avant de cliquer. Reste encore un peu parce que dans la prochaine partie, je vais te montrer les 3 erreurs fatales qui empêchent nos frères et sœurs de réussir, même quand ils sont déjà commencés à investir. Et je te garantis que si tu les évites, tu gagneras des années.